Bonjour Fred, Bonjour Lucie. heureuse que tu aies accepté ce recueil de témoignages. J'en suis honorée. Bah, c'est avec un très grand plaisir. Quand on a eu cette conversation, toi et moi, dans une rue parisienne, je me suis dit, ouais, ça va être sympa. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour les gens qui vont t'écouter ou te voir, te présenter? Est-ce que je peux me présenter? Je m'appelle Fred Claveau, c'est écrit sur l'écran. Comment je me présente? J'ai eu plusieurs vies professionnelles. Si je devais essayer de dire qui je suis en une phrase, ça serait... euh, ça serait Je crois que j'aime bien l'humanité, en fait. J'aime bien la nature humaine. Wow. Merci Ouais. beaucoup. Bah, avec plaisir. Et la question phare de cet entretien, comment c'était à l'école pour toi, Fred? Alors là, je suis incapable de te faire une version courte parce que je vais essayer de te faire quelque chose d'à la fois chronologique et puis qui prenne pas trop de temps pour que les gens qui nous regardent se perdent pas dans mes pensées. Euh, Petit à l'école, je crois que j'étais plutôt un très très bon élève. Je dis je crois parce que j'ai des souvenirs et on me l'a rappelé plus tard, mes parents, que sur la maternelle, le CP jusqu'au CE1, entre le CE1 et le CE2, j'ai changé d'école, mais jusque-là, j'avais plutôt beaucoup de facilité. Tu vois, j'étais plutôt le genre d'élève qui avait fini ses exercices un quart d'heure avant tout le monde et qui avait plutôt des très bons résultats. Je te parle de, ouais, jusqu'au CE1. Après, j'ai changé d'école. Euh, dans mon souvenir, c'était un peu moins facile. Je ne sais pas si c'est le changement d'école qui a changé quelque chose, euh, mais moi, ce que j'en ai pensé plus tard, rétrospectivement, c'est de me dire que comme c'était facile quand j'étais petit et que j'avais pas besoin de bosser pour que ça marche, le jour où le niveau de difficulté m'a rattrapé, ben, j'avais pas forcément appris à faire les efforts. Et ça m'a coûté un peu pendant quelques temps de pas avoir appris ça. Donc en fait, j'ai toujours été un élève qui avait des facilités dans certaines matières et j'avais tendance à bien mettre l'accent sur là où j'avais des points forts. Euh, mais je ne me souviens pas d'avoir vraiment travaillé dans le sens où c'est dur d'apprendre sa leçon, de tout ça. Et il y avait des matières sur lesquelles ça se passait très bien, et c'est des matières sur lesquelles c'était catastrophique quand je suis arrivé au collège. Tu vois, Ok. les matières scientifiques, ça se passait bien, les matières littéraires, c'était plus dur, mais en même temps, la chimie, c'était une catastrophe. Enfin, tu vois, il y avait des choses où je comprenais bien. Tout ce qui était physique, mathématiques, c'était assez facile pour moi, jusqu'à un certain niveau. Encore une fois, jusqu'au moment où le niveau de difficulté est arrivé à peut-être à mon niveau de facilité et qu'il a fallu commencer à faire des efforts. Ok. Donc c'est un peu ça qui marque ma scolarité, tu vois. Et au collège, en quatrième, je me suis découvert une passion pour les ordinateurs. Donc là, on est au milieu des années 80, c'est pas du tout Ok. l'informatique de maintenant. Et mes parents m'avaient offert un ordinateur à Noël. Euh, et, euh, et j'ai passé mon temps à comprendre comment ça marchait, à apprendre la programmation, à ce genre de choses, au détriment un tout petit peu un tout petit peu, c'est un euphémisme. Si ma mère regarde cette émission, elle va hurler. Au détriment un peu du travail scolaire, ce qui fait que bizarrement, ben, j'ai utilisé mes facilités à comprendre en maths, pour l'informatique. Mais mes notes ont baissé. D'ailleurs, l'année où j'ai eu cet ordinateur, j'ai redoublé ma quatrième et j'ai redoublé ma troisième. Tu vois, j'ai redoublé deux fois D'accord. et, je me rappelle même qu'en troisième, j'étais pas vraiment motivé pour avoir des bonnes notes puisque j'avais eu le brevet la première année. Et c'était quand même le gros enjeu, le brevet. Tu vois, j'ai eu le brevet, mais ma Ok. moyenne générale, parce que j'ai cartonné pendant les épreuves écrites, mais ma moyenne générale faisait que c'était trop juste pour passer en seconde, tu vois. Donc j'ai quand même redoublé. Et bizarrement, l'année de seconde a été sûrement, si on se réfère aux notes scolaires, la meilleure année de toute ma scolarité. Excellent. Effectivement, il y a une contradiction, c'est trop fort pour moi, mais c'est ce mot qui me vient entre effectivement l'élève de quatrième et troisième qui redouble, Ouais, mais et puis alors, cette facilité dont tu parles en seconde, alors que j'ai cette idée.
que la seconde fait partie des classes les difficiles. Ouais, mais tu vois, quand j'ai découvert cette passion pour l'informatique, peut-être qu'à l'époque, j'étais en train de me dire tout ce qui était les apprentissages qui vont autour et qui n'est pas directement lié à ce qui me passionnait, j'avais du mal à voir à quoi ça servait peut-être bien. Ok. Et je pense que j'ai mis l'accent sur ce qui était important pour moi. Et j'ai fait 25 ans de carrière dans l'informatique. Donc il y avait un truc. Mais tu vois, c'était ce paradoxe qui faisait que, comme j'étais plutôt doué et que ça se savait, je n'étais pas le seul à être joué dans ce collège, mais euh, quand j'étais en études, par exemple, qu'il n'y avait pas de cours, euh, les profs qui n'étaient pas des profs d'informatique, les profs de français qui avaient besoin de la salle informatique parce que c'était les tout débuts, les premiers ordinateurs qu'il y avait dans les collèges, euh, souvent ils m'appelaient, ils me sortaient d'études pour démarrer le système et tu vois. Donc, et Excellent. moi c'était super d'être au centre d'avoir cette compétence et de faire que, j'imagine que je devais jouer un peu au cadre à ce moment-là. Mais j'étais tellement content de pouvoir aider. Et puis d'être là devant un écran à passer mon heure d'étude plutôt que sur un cahier, c'était vachement plus sympa. Ok. Et par rapport justement au collège ou quatrième, troisième, bon, j'entends que tu sélectionnais en Ouais. fait les matières que tu appréciais et celles pour lesquelles peut-être tu donnais pas du sens. Mais quel était justement avec cette expérience ton rapport avec les notes? Je sais pas, j'y ai souvent accordé beaucoup d'attention aux notes. Enfin, en tout Ok. cas, moi, perso, on te le rappelle tout le temps qu'il faut avoir des notes, qu'il faut telle moyenne si tu veux faire tel truc. Euh, mais moi, j'ai jamais vécu les bonnes notes comme un truc extraordinaire et les mauvaises notes comme une douleur. C'est un résultat. Enfin, je te dis ça maintenant, mais j'ai peut-être du mal à me rappeler de comment c'était à l'époque. Mais en tout cas, je me souviens pas d'avoir souffert ni des redoublements, peut-être que les autres, ils ont souffert autour. Je sais pas, peut-être que Ouais, les ok. parents, ils ont été inquiets à un certain moment, c'est probable. Mais moi, je ne sais pas si c'était une forme d'insouciance. J'ai jamais été inquiet sur ce que je ferais plus tard. C'est Voilà, excellent. l'informatique est arrivée. J'avais une passion pour ça. J'ai tout mis dessus. Mais alors justement, je rebondis par rapport à ce que tu dis, mais donc quand est-ce que tu as su ce que tu voulais faire plus tard justement avec cette passion, parce que c'était une passion. Euh, alors, c'est arrivé avec les ordinateurs. Et puis, en plus, c'était les tout débuts. Donc, on rêvait à des dizaines de trucs. Moi, j'ai eu mon ordinateur. Le film War Games était sorti l'année d'avant ou 2 ans avant, tu vois. Donc, on était en plein dans cet imaginaire. C'était la génération où moi, j'ai vu le Grand Bleu, j'ai fait de la plongée sous-marine. Enfin, tu vois, Waouh. c'était, euh, ouais, il y avait plein d'inconvénients, je pense, à ces années-là. Mais en fait, et les nostalgiques des années 80 te disent que c'était les années où on pouvait rêver le plus, où tu avais le droit de tout tenter, en fait. Beaucoup plus, enfin, en tout cas, on se sentait autorisé à le faire beaucoup plus que maintenant. J'ai l'impression. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Tu sais quoi, je te la rappelle, euh, avec cette expérience-là, quand est-ce que, à partir de quand tu as su ce que tu voulais faire plus tard? Alors, à ce moment-là, c'était sûr que ça serait dans l'informatique. Comment ça se traduisait à l'époque, comment ça pouvait s'exprimer, est-ce que je serais programmeur, développeur, est-ce que je serais technicien, je sais pas, mais je savais que ça serait de près ou loin les ordinateurs. Ok, Et un peu plus tard, alors après l'école, quand j'ai commencé à travailler dans cette branche-là, très vite, je me suis retrouvé dans une position de formateur, ce qui n'était pas du tout prévu. excellent. C'est mon patron qui m'a dit, j'ai vendu une formation, il faut que tu la fasses. C'était les tout débuts d'Internet. Et j'ai vendu 5 jours de formation. Et je leur ai dit, qu'est-ce que tu veux que je raconte pendant 5 jours sur les tout débuts d'Internet? On est en 1998, là, tu vois. Et en fait, et j'avais eu la chance, c'était un groupe d'administrateurs d'une association, c'était des petits papiers, en fait. Donc, en Oh, fait, au-delà d'Internet, il fallait commencer à comprendre comment ça marche le clavier et comment ça marche la souris. Donc, en fait, les 5 jours, ils ont été bien pleins, mais j'ai pris un pied incroyable. Et je pense que j'avais déjà eu une expérience de formation ou de transmission plutôt avant, puisque quand j'avais 16 ans, j'animais un club d'informatique dans la commune où j'étais. Tu vois, ok, je transmettais le goût des ordinateurs à des enfants qui avaient, je sais pas, entre 8 et 12 ans, et moi j'en avais 16 ou 17. d'accord. Donc je me souviens très bien de ça. Ça, c'est ma première expérience de transmission. Et puis quand j'ai pu le faire de façon pro, alors que j'étais pas du tout dans cette boîte pour ça au départ, c'est devenu,
c'est devenu, ouais, la transmission, là, d'abord dans l'informatique, mais d'une manière générale. Je ne crois pas que j'ai appris un truc, que je ne me sois pas intéressé à quelque chose, qu'à un moment ou à un autre, j'ai pas transmis à d'autres. Je pense que dans tout ce que j'ai touché, à un moment, je me suis retrouvé en position d'enseigner, de transmettre ce que d'autres m'avaient appris avant ou ce que mon expérience m'avait appris. Tout le temps. Donc, c'est OK. Et Sauf, juste, ouais. dis-moi, pardon. Ben, je sais pas, je l'ai fait alors, pour les ordinateurs en premier. Euh, j'ai fait du secourisme, j'ai fini par passer le monitorat de secourisme, donc j'ai enseigné les gestes de premier secours pour la Croix-Rouge pendant OK. plusieurs années. Euh, Ça fait maintenant 12 ans que je suis dans l'accompagnement, d'abord hypnothérapie, puis plus coaching maintenant. Et c'est un métier où il y a des phases véritablement de coaching et il y a aussi des phases de transmission. Et je prends mon pied. Là, je travaille pour une très grosse boîte qui fait de la formation en ligne, tu vois, sur la prise de parole en public. Et, euh, et j'adore quand les gens me disent, bon, alors c'est quoi le principal problème que vous avez maintenant? On va voir si je peux vous aider et comment je peux vous aider. Et c'est pas tellement dans ces positions de transmettre, c'est de voir ce qui se passe dans les yeux des gens au moment où ils comprennent un truc, au moment où il y a une prise de conscience de quelque chose ou qu'ils ont pigé un concept et cette petite lumière là, moi, c'est ma drogue, je carbure à ça. Wow, OK. On est Donc, sorti de l'école là, hein. ouais, on est sorti de l'école, mais il y a un fil conducteur chez toi qui est très lisible, ou en tout cas dans cette volonté de transmettre et dans cette volonté d'élever les gens. Ouais. J'entends ce côté où tu aimes les faire grandir. Et revenons quand justement, du collège, moi, ce qui me fascine dans ton histoire, c'est le fait que tu dises, OK, au collège, quatrième, je redouble, troisième, je redouble, et en seconde, ça se passe bien, et j'entends que ta maturité émotionnelle était telle que tu avais ta ligne et tu continuais en seconde. Alors justement, au lycée, comment ça s'est passé? Si au collège, c'était mi-figue, mi-raisin, tout de même, avec ce côté où tu suis ta ligne informatique, tu suis cette passion. Je ne sais pas si je peux employer ce terme passion. Ah mais oui, mais c'était complètement ça. Et c'était au sens dévorant, ça prenait tout l'espace. Ça prenait tout l'espace à ce moment-là, toute la Et, comme, place. et donc, toute Il restait de cette... la place pour les copains, mais une fois que j'avais casé les copains, il n'y avait plus de place pour rien d'autre, hein. OK. Donc au lycée, ça s'est passé comment? Et même en Eh études ben, au supérieures? lycée, au lycée, du coup, je me suis retrouvé à l'époque dans une des premières années où commençait à y avoir une option informatique. Moi, j'ai fait une seconde générale OK. avec l'option informatique. J'ai très très vite compris cette année-là que le prof d'informatique était en fait un prof d'anglais qui était en cours de recyclage, donc qui était en train d'apprendre. Donc, et dans la classe, j'ai des gens qui sont encore des amis maintenant dans cette classe de seconde qui ont fait une carrière dans l'informatique et qui étaient déjà des passionnés comme moi. Ce qui fait que je pense que le prof d'anglais a vécu une sale année, lui, parce qu'il s'est retrouvé à nous enseigner des choses qu'on connaissait, pour certains élèves de la classe, qu'on connaissait déjà bien mieux que lui. OK. Ah Et ouais. donc, il s'est retrouvé des fois à avoir des questions auxquelles il était totalement incapable de répondre, et des fois des questions qu'on se posait vraiment, et des fois des questions qu'on posait parce que quand il avait été un peu vachard avec nous, on lui faisait payer comme ça, on le remettait en face de son niveau de compétence. OK. Et on a 17 ans Eh oui. et c'est le jeu. Et c'est le jeu. OK. Voilà. Donc, mais moi, je me rappelle au début, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir aller plus loin. Et très vite, j'ai compris en disant, OK, ça va t'assurer un 18, un 19 ou un 20 de moyenne à la fin de l'année. Les points sont bons à prendre pour les matières où ça pêche, même si le coef est bas. Donc, très vite, je me suis mis, OK. Et avec deux, trois, tu vois, quand on avait une interro, quand tu as une interro, tu as 2 heures pour la faire. En vrai, il nous fallait 10 minutes pour la remplir, pour répondre aux questions. Puis après, on se regardait qu'est-ce qu'on faisait. Et puis, on se mettait un défi. Tiens, dans les 2 heures qui restent, on commence à programmer un Tetris, celui qui a fait le truc le plus abouti. Enfin, tu vois, on jouait à des choses Ah oui. Ah de ouais. ce qui nous passionnait à l'époque, hein. Et je te parle de ça maintenant. Je suis devenu vraiment. Ça fait 10 ans que quand j'allume mon ordinateur, c'est peu besoin de faire un Zoom ou faire un truc. Mais quand il y a un problème, je demande à mon petit frère qui est lui toujours là-dedans. Et moi, il y a eu un moment où il y a eu une forme de. J'avais D'entrain. l'impression d'avoir fait le tour et c'est presque été un rejet à un moment. OK. Donc, je suis capable de me débrouiller quand l'ordinateur a un problème avec les trucs. Mais sinon, je pense que si je cherchais, je pourrais encore, hein. Mais je le file à quelqu'un d'autre, j'ai plus envie de le faire. OK. Ah, donc il y a eu une étape supplémentaire Ouais. chez toi. Ouais. OK. Mais alors, justement, Fred,
Comment c'était à l'école pour toi, au lycée, en études supérieures? Puisque En seconde, quelle voie extraordinaire. as-tu choisi? En seconde, extraordinaire. Je pense que l'année de seconde, c'est l'année du meilleur souvenir. Parce que je finis l'année à 15 ou 16 de moyenne générale, ce qui m'était pas arrivé avant. Donc, rapport aux Pa- notes quand même. parce que ça te donne un sentiment de Ouais, confiance. Et puis dans des matières où les années où j'avais repiqué, c'était pas forcément des bonnes choses. Parce que je me rappelle que j'étais déjà dans cette position de, d'aider ceux qui comprenaient moins. Et c'est en faisant ça que j'ai compris que quand moi j'essayais d'expliquer, et ben du coup, je comprenais mieux. Tu vois, le fait d'enseigner qui t'aide à et mon. ouais, Ben, bien sûr. finalement, je l'ai découvert presque par hasard, juste en voulant aider les copains. En seconde, j'étais interne. Donc, les soirées d'internat, tu vois, c'était Et ouais, et d'être là, de se faire aider quand il y a un truc que tu comprends pas ou d'aider. J'étais dans une classe mixte générale et chimie, donc moi j'étais pas bon en chimie, c'était génial parce que il y avait la moitié de la classe où c'était leur spécialité, tu vois, et il y avait cet effet à l'internat en études d'entraide, de choses comme ça, et ouais, de ouais, ça partage. a dû donner des choses. Donc pour moi, cette année de seconde, euh, c'était l'année aussi voilà, j'y pense maintenant, mais c'était aussi l'année du premier amour, donc ça a pu compter aussi dans la Oh, perception que j'avais du truc. La première copine sérieuse. Donc, ouais, bah, c'était une super année. J'avais un prof de maths qui donnait envie d'aimer les maths, même à ceux qui n'avaient jamais aimé ça. Euh, Tu vois, tout à l'heure, tu m'as un peu posé la question du sens. Et, euh, et je me disais, bah, il y avait celui qui s'imposait à moi. Et puis, des fois, il y avait des profs qui savaient t'en donner. wow. Tu vois, et ça, c'est important. Ouais. Je pense que ce gars-là, qui devait avoir un QI complètement au-dessus de la moyenne, qui était toujours gentil, toujours en train d'essayer de comprendre, qui, quand on n'avait pas compris, nous refaisait pas l'explication, mais nous l'expliquait autrement, Wow. tu vois, et qui avait ce souci de comprendre où est-ce que le message passait pas pour faire en sorte que. Et je l'ai compris plus tard, hein, mais j'adorais ce prof-là. Il devait pas être très très loin de la retraite, mais j'adorais, vraiment. C'était top. Peut-être qu'il m'influence encore, à savoir. Et ton orientation, alors ton orientation scolaire, alors, qu'est-ce qui s'est Ah, passé? alors on vient de passer de la meilleure, maintenant on va parler de la fin de la scolarité. Parce que comme j'avais des bonnes notes et que j'ai dans une seconde générale, c'était bizarre, hein. Je pense que mon choix de vie s'est fait de façon totalement administrative et j'ai senti un peu en dehors de mon contrôle à ce moment-là. Puisqu'il y avait deux secondes générales dans ce lycée, une qui est orientée vers à l'époque le bac C, qui est l'équivalent du S maintenant, donc l'option scientifique, le bac C, c'était le bac absolu, et mes notes en seconde me permettaient d'espérer aller décrocher celui-là. Et puis dans l'autre seconde, il les envoyait plutôt vers un bac E, qui était sur les matières fondamentales à peu près la même chose, sauf qu'il y avait il y avait des matières typiquement industrielles. OK, et qui était au détriment pour eux, enfin pas au détriment, mais du coup, ils avaient plus de chimie, enfin, il y avait des choses qu'ils avaient plus pour faire Ok. loger l'électricité, la mécanique et tout ce qui est lié au monde de l'industrie. Et je pense que j'aurais été dans la seconde et qu'ils m'envoyaient vers là, je serais allé au bout et probablement j'aurais été ingénieur. Mais je suis parti vers le S parce que c'était bah, cette seconde-là, elle va en S, là, tu vois, c'est le truc complètement idiot. Si on m'avait Ouais. juste posé la question, j'aurais dit bah non, je préfère aller en E, même si à l'époque c'était peut-être aussi parce que j'avais plus de copains dans cette filière-là. Mais je l'ai bien vu l'année de première, où quand je voyais les matières qui ne m'intéressaient pas et puis ce que je voyais qu'ils faisaient à côté, je me suis dit oh, mais j'aurais dû aller là, moi. Voilà, ce qui fait que l'année de première S s'est pas très bien passée et je l'ai redoublé. Et je l'ai redoublé pas longtemps, puisque quand je suis revenu, au bout de 3 semaines du redoublement, on était en cours de physique, je me souviens très bien, la prof nous explique un truc auquel je comprends rien du tout. Je sais même plus ce que c'était, hein. Je comprends rien du tout. Je lui pose la question je lui ai même pas demandé à quoi ça sert, madame. Je lui ai demandé dans quel métier il y a des domaines d'application. On s'en sert pourquoi? Et elle m'a répondu un peu de haut, déjà, ça va vous servir à avoir une bonne note à la prochaine interro. J'ai dit, OK, mais Wow. en vrai, ça sert à quoi?
Et j'ai vu qu'elle n'était pas capable de me répondre. Et moi, je me suis dit, donc je te rappelle, j'avais redoublé déjà 2 fois, c'était la troisième fois, donc je suis en première, mais j'ai déjà 18 ans. Et 18 ans, même presque 19. Euh, je lui dis, écoutez, si je ne comprends pas ce que c'est, si je ne sais pas à quoi ça sert et que vous ne savez pas non plus, je ne sais pas ce que je fous là. Je me suis levé, je suis parti, personne ne m'a jamais revu à l'éducation nationale. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, un peu, c'est pas le seul coup l'éclat de ma vie, mais un peu sur quelque chose c'est marrant, c'est les films que j'adore, tu sais, où il y a des trucs avec du panache un peu des fois. Et en tout cas, je sais pas si c'est passé comme ça vraiment, si mon souvenir est fidèle à l'arrêté du moment, mais je l'ai vécu comme ça, et puis j'aime bien raconter cette histoire. Donc, on est, je sais plus, en fin septembre, en octobre, enfin tout début d'année scolaire, et je ne remets pas les pieds en cours. Et comme je suis interne, mes parents ne le savent pas tout de suite, parce que bien sûr, je ne le dis pas. Et je commence à éplucher les petites annonces pour voir quel genre de boulot je pourrais faire, parce que je me rends bien compte que je ne peux pas rester à rien foutre comme ça. Comme je ne vais plus en cours, je ne suis pas à l'internat, je dors chez un copain. Ok. Euh, et, euh, et puis, je me fais toper au bout de 8-10 jours, quoi. Donc, du coup, rattrapage de la patrouille parentale. Et donc, j'ai expliqué ce que j'avais déjà fait 2-3 entretiens, tu sais, les annonces pour vendre les extincteurs, pour tu as 18, tu as Ok. 19 ans. Moi, j'avais le permis, donc, et je suis arrivé, j'ai participé à des trucs comme ça en disant, il faut que je gagne de l'argent. Si tu veux plus aller à l'école, il faut que tu bosses, et s'il faut que tu bosses, il faut que tu gagnes de l'argent. Donc, et puis, ça aurait été plus facile d'avouer à mes parents, j'ai arrêté l'école et j'ai trouvé un boulot, que juste leur dire, j'ai arrêté l'école et je sais pas ce que je fais. Ouais. Je me suis fait rattraper avant et ma mère m'a dit écoute, je te laisse jusqu'à la fin du mois. Si à la fin du mois, tu n'as pas trouvé quelque chose par tes propres moyens, tu vas bosser pour ton père. Mon père a une entreprise, il fabrique du matériel agricole. Donc, à la fois, c'est la chance d'être, j'allais dire, le fils du patron, euh, et en même temps, ça a un prix. Ouais. Ça a un prix de gagner la crédibilité des autres salariés. C'était une boîte à l'époque, je sais pas, il devait être une quinzaine dans la boîte de mon père. Ah ouais, donc c'était Donc, déjà une entreprise. ouais, bah oui, il fabrique, il est constructeur de matériel agricole, donc ça plie, ça soude, ça coupe de la tôle, enfin, ça fabrique, ça peint et ça livre. Et du coup, moi, j'ai eu la chance, j'allais dire, d'avoir appris des trucs complètement improbables pour la vie que j'ai. Mais j'ai appris à souder, j'ai appris plein de choses. C'était physiquement assez, c'est un peu chaud, quoi. Puis en plus, comme tu es fils du patron et que tu n'as pas envie qu'on te le rappelle, tu en fais un peu plus que les autres. Et tu D'accord. essayes d'apporter du truc pour pas prendre les réflexions du haut de tes 19 ans. Mais c'est pas un mauvais souvenir, hein. Ça reste très. Parce que je me rends compte que j'ai eu la chance pendant les 5 ans où j'y suis resté, presque 5 ans, 4, ouais, 4, 5. J'ai fait ce que je t'ai dit. J'ai soudé, j'ai plié, j'ai peint, j'ai monté, j'ai démonté, j'ai réparé, et puis aussi j'ai été chercher la marchandise chez les fournisseurs, j'ai livré, j'ai fait des salons avec mon père, donc j'ai fait du commerce, j'ai euh, j'ai ouvert et fermé l'entreprise au mois de juillet, août, quand mes parents partaient en vacances. Tu vois, je gérais pas l'entreprise, mais j'avais l'impression de tenir la boutique un peu pendant ce temps-là. Donc tout ça, c'est riche d'une expérience Et ouais. terrible. Se retrouver à fermer à 19 h le soir l'usine, tout le monde est parti, et puis tu as un agriculteur qui vient avec un truc. Je me rappellerai de cette expérience où il arrive en plein pendant les moissons avec sa batteuse, sa moissonneuse, un bout d'arbre qui est cassé. Et il peut pas continuer sans ça. Il me dit, il faut me le ressouder. Et moi, je me dis, mais le truc comme il est cassé, là je commence à réfléchir, je dis, je peux souder, je peux le faire, mais ça va tenir 100 mètres et ça va recasser. Il insiste et je fais du mieux que je peux. Moi j'ai appris à souder la première fois un mois avant, hein, donc je suis un parfait débutant. Et je lui fais le truc, je me rappelle, ça a l'air de fonctionner, il repart, je lui prends, je sais plus, 100 ou 200 francs à l'époque pour le temps que j'y ai passé. Et quelques années plus tard, mon père embauche le fils de ce gars-là. Et je lui raconte l'anecdote. Et je lui dis, ce truc, ça a tenu 100 mètres, c'est cassé. Il me fait, non, non, ça tient toujours. Waouh. Oh, la fierté, Fred. Ah ben là, je me suis dit, il me fait, non, non, ça tient toujours. On n'a pas changé l'arbre, ta soudure, elle tient encore. Boum. Tu Oh, vois, l'expérience c'est des énorme. expériences dans la vie de tous les jours. D'un point de vue concret, je suis pas sûr que ça me serve.
Mais le côté, tu fais des choses en pensant que ça marche pas, et puis la vie te rapprend un jour que tu as eu beaucoup plus d'effets, c'est souvent que ça te rattrape. Et c'est toujours dans les moments où tu n'as pas confiance que ça te revient. Au moment où tu es en train de douter, que tu as un truc qui te dit que tu as fait quelque chose qui te paraissait complètement anodin, ponctuel et tout, et qu'en fait, le résultat peut être bien mieux que ce que tu avais imaginé. Je Et pense que ça aussi, ça m'influence encore. wow, quel partage, merci beaucoup. Et donc j'entends que les premières expériences professionnelles étaient vraiment sur toute cette chaîne, Ouais. c'est-à-dire opérationnelle, jusqu'à la vente. Enfin, t'as eu Ouais, et j'en ai profité pour informatiser l'entreprise. Enfin, en tout cas, c'était déjà un peu Ok. informatisé, mais j'ai Donc fait. ça veut dire Ouais, que en plus d'être dans l'opérationnel, tu as également été dans les services support. ouais, ouais, Ah, mais ouais, ouais. Je me souviens très bien, j'avais développé un logiciel. Mon père avait une machine à commande numérique. Alors, c'était top ce truc-là, mais c'est un truc que tu programmes à un pupitre avec des boutons. Donc, les programmes, c'est super long à taper. Donc, au bout d'un quart d'heure, tu as le braquet comme ça et tu n'as pas fait la moitié des instructions que doit suivre la machine pour faire son découpage. Et je me rappelle que j'avais attrapé le manuel technique et j'avais fait un logiciel qui permettait de taper le programme sur Oh l'ordinateur, de faire la non. disquette, de le mettre dedans et que c'était vachement plus confortable. J'y ai passé, il m'a laissé des mois pour le faire, hein. Je faisais pas que ça, mais je l'ai beaucoup fait. C'était ouais, c'était bien. Et puis au bout de quelques années, quand j'ai eu les droits, j'ai fait valoir mon droit à la formation, le congé de formation, ça s'appelait à l'époque. Et je me suis inscrit à une formation de multimédia. Et là, Excellent. j'ai 23 ans, 24 ans. Ton parcours est hallucinant, frère. J'ai pas, moi, je le trouve pas hallucinant, en tout cas. Hors norme, c'est sûr. Pas académique, ça, c'est certain. Mais, je sais pas, hallucinant, ok, je prends, merci. Ça me parle pas Allez, plus que le ça, mais hors norme me va énormément. hors norme dans le sens vraiment en dehors de la voie qu'on te trace ou qu'on te dit. Et encore, j'ai eu la chance de mes parents me disent pas petit, on voudrait que tu sois médecin ou avocat ou comme ton père ou blabla. Ils m'ont jamais, je me souviens pas avoir jamais été influencé sur ce que mes parents rêvaient que je fasse plus tard. J'en ai même aucune idée. Tu vois, là, je suis en train de me dire, je vais peut-être appeler mes parents pour leur poser la question avant. Quand j'étais petit, vous aviez envie que je fasse quoi? Mais je le sais pas. J'ai 50 ans, je le sais pas. Ou je m'en rappelle pas en tout cas. Excellent. Et justement, avec tout ce que tu as fait, quand est-ce que tu as pris conscience en fait de tes forces? Quand est-ce que tu as pris conscience de cette souplesse, de cette adaptabilité? Enfin bref, je me tais, je t'influence. Je Quand sais est-ce que tu pas, as je pris l'ai toujours conscience de tes vécu. talents? J'en ai pas pris conscience, j'ai l'impression de l'avoir toujours vécu. J'entends ce que tu me dis, mais si je devais isoler un moment, peut-être qu'il y a plein de petits moments qui font que le fait que je me sente tellement bien quand j'animais ce club informatique, quand j'avais 16 ou 17 ans, le fait que quand j'ai appris le secourisme et que je faisais les postes de secours le week-end avec la Croix-Rouge, tu sais, la course de vélo, il y a toujours une ambulance de la Croix-Rouge qui suit. Et, euh, et des gens me disaient déjà à l'époque que c'est génial de faire ça et tout, mais la vérité, c'est qu'on était une bande de copains et qu'on allait faire du secourisme avec autant de plaisir que d'autres allaient jouer au foot, tu vois. Les samedis où il n'y avait pas de poste, on en profitait pour faire de la formation, pour s'entraîner, comme d'autres vont faire un entraînement de sport ou de choses comme ça. Donc, ça a jamais été J'entends. un... Ça répondait. J'étais bien. Je me posais même pas la question si ce que je fais, c'est bien ou pas. C'est juste, j'étais avec des potes, je faisais des trucs C'était qui me bien. plaisaient, et puis le reste. Waouh. Donc, j'ai pas de. J'ai pas de. J'ai peut-être des petits moments comme ça qui confirment que je suis à la bonne place à ce moment-là. Ok. Mais ça ne me permet pas de tracer une voie et de dire j'ai envie de faire ça plus tard. J'ai 50 balais, j'ai toujours du mal à me dire qu'est-ce que. Tu sais, dans les coachings, on te demande souvent de visualiser tu te vois où dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. C'est le genre de truc, on me l'a fait faire 100 fois, je n'y arrive toujours pas. Ok. Et je le fais faire à mes clients qui, eux, y arrivent super bien. Ouais, est-ce que c'est pas un indicateur de t'es dans le présent et t'es bien? Oui. Alors, tout a toujours un prix, hein. Il n'y a pas que des bons et des Ouais. mauvais côtés. Donc, le fait de ne pas avoir cette stratégie fait que je me suis souvent retrouvé dans des situations matérielles pas confortables.
Ok. Je vais le laisser comme ça, c'est un euphémisme, mais voilà. Ouais. Euh, mais sauf que même dans ces moments-là, c'est pas une douleur, c'est juste. Euh, je me suis souvent dit, oh là, dans les semaines qui viennent, là, ou à court terme, ça va être super compliqué, mais ça va aller. Donc je m'en fais pas en fait. Et j'ai pas fait de choses particulières. J'ai peut-être la chance d'avoir ce mode de pensée-là. Alors, je sais pas si c'est mes parents qui me l'ont transmis, si c'est un truc inné. Je me suis pas posé la question. Je me dis juste quand je m'en rends compte, merci que ça se passe comme ça, et puis voilà. Ah, merci beaucoup, Fred. Une de mes dernières questions, Ouais. avec tout ton parcours, avec ton histoire, quel est ou quels sont les conseils que tu pourrais donner aux jeunes qui sont en perte de repères ou qui vivent des obstacles et qui n'arrivent pas à se projeter dans leur avenir? Euh, Ce que je crois, c'est que les gens qui n'arrivent pas à se projeter dans leur avenir, c'est une des causes, pas la seule, mais une des causes, c'est que l'environnement qu'il y a autour d'eux est pas propice à y voir clair. D'accord. Moi, j'ai souvent entendu en coaching que tes amis, ta famille, ce sont des gens qui t'aiment et que ça n'en fait pas pour autant des alliés dans ce que tu veux faire. Loin de là. Et même souvent, quand tu as un projet, tes amis, ta famille sont souvent, si tu les écoutes, plus des obstacles que des alliés. Et ils le font parce qu'ils projettent sans le savoir leur peur et ils, ils t'expliquent tout ce que tu risques à faire ça parce que il y a la trouille de faire. Mais si tu crois que c'est juste et toi et que tu es prêt à le traverser, vas-y. Et il y a plein de gens de super bonne qualité qui partagent des vidéos très inspirantes sur Internet. Là maintenant, avec TikTok, Instagram et compagnie, on a des pépites d'une minute. Je continue de me nourrir de ça. Alors, tu tries, tu prends ce qui est pour toi à un moment ou à un autre, mais il y a plein de gens qui te donnent des conseils ou qui t'apportent une vision absolument extraordinaire. Donc, écoutez-les, rapprochez-vous de ces gens-là dans la vie. Et puis, si vous avez un projet, peut-être aller rencontrer des gens qui font déjà la même chose. Un jour, quelqu'un m'a dit, si tu veux savoir comment est l'air en haut de la montagne, va voler avec les aigles, arrête de nager avec les canards. Excellent. J'adore cette phrase. Partage. J'adore cette phrase. Je ne sais pas toi, mais moi, ça m'est arrivé, même des repas avec des gens que j'adore, hein, mais qui, à un repas en fin de soirée, vont t'expliquer tout ce qu'il faut faire pour faire fortune, alors que ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont au SMIC, et quand tu leur demandes, super, qu'est-ce que tu as mis en œuvre toi, bah, tu ne poses pas la question d'après parce que tu as peur de te fâcher. Oui, bien sûr. Mais en vrai, si ton rêve, c'est de devenir milliardaire, c'est pas le mien. Si ton rêve, c'est de devenir milliardaire, bah, va parler avec des milliardaires. Ma fille, quand elle avait 8 10 ans, elle rêvait d'être Miss, comme plein de petites filles de cet âge-là. Papa, comment on fait pour devenir Miss? Comme si moi, j'avais la moindre idée. Par contre, il se trouve que dans mon réseau, des Miss, j'en connaissais. Excellent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La fête d'après, j'en ai invité à la maison et elle a posé la question. Et 10 ans plus tard, des gens lui ont proposé de participer à un concours de Miss. Et là, du coup, à 18 ans, c'était pas la même. Tu vois, j'ai pas envie parce que le regard des autres, il coûte cher. Eh Il, ouais. il est compliqué. Le rêve de petite fille, qu'est-ce qui reste? Et un jour, elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Ça fait 3 fois qu'on me demande d'aller faire ce concours. Ici, c'était même pas ici, je me plante, mais l'air de rien, il faut se mettre en maillot, tu vois, il y a plein de choses. Tu vas te faire traiter de potiche parce qu'il y a plein de gens qui sont contre. Et moi, je lui dis, je ne sais pas quoi te donner comme conseil. J'ai envie juste de te dire si la petite fille de 8 ans qui me demandait tous les soirs comment on fait pour devenir Miss, elle était en face de toi là et qu'elle voit comment tu réagis, tu lui dirais quoi? Comment tu lui expliquerais que tu te dégonfles maintenant? Ah, papa, tu fais chier. Et du coup, bah, elle s'est inscrite, elle a écouté, elle a fait, et puis elle a bien fait parce qu'elle a été première dauphine et qu'elle a vécu une année Oh, extraordinaire. magnifique. Tu Un vois? grand bravo. Et que je vois là dans son évolution, elle a 2 ans, 3 ans cette expérience, que je vois dans son évolution que ce qu'elle est en train de faire professionnellement, ce qu'elle a gagné en confiance à tous les week-ends, être sur la foire de ceci, à l'inauguration de cela, avec les partenariats du comité Et de ouais. Miss, et ben ça l'a vachement nourri. Et moi, je l'ai juste remis en face de voilà. Donc, il y a des fois quand vous avez peur de faire un truc,
et que vous rêviez quand vous étiez petit de le faire et que vous êtes en train de vous dégonfler pour plein d'autres raisons, ce serait ça mon conseil. Mes 2 conseils. Entourez-vous allez poser la question et demandez aux gens qui l'ont déjà fait à quoi il faut faire attention et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une chance d'y arriver. Et puis, si c'est un rêve de petit au moment où vous avez envie de dégonfler, dites-vous s'il était en face de moi, là, comment je lui explique que je suis en train de me dégonfler. Oh, merci infiniment, Ça te Fred. va comme conseil? Magnifique, mais ce sont des pépites. Et versant parent, tu sais, quand on est parent et qu'on a cette peur aux tripes de voir Ouais, notre enfant, je vois bien de quoi tu parles. Je l'ai ressenti plein de fois. alors quel conseil tu pourrais leur donner justement? Aux parents, Ouais, d'abord ne pas nuire. Laissez-les faire. Vérifiez qu'ils le font en sécurité. Mais laissez-les se tromper. De toute façon, ils n'écouteront pas vos conseils. Ils suivront votre exemple, ils n'écouteront pas vos conseils. Donc, lâchez l'affaire. Je me suis posé la question. Quand je me suis formé à l'hypnose, Justine, elle avait 8 ans à peu près, 7, 8 ans. Et moi, ça m'a appris. Il y a plein de fois où je la vois faire des trucs en disant, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois? Et de me dire, je lui projette pas mes peurs. Je reproche à assez de monde de faire ça à leur gosse. Je la laisse faire. Et quand elle me dit, papa, est-ce que toi t'y crois? Je botte en touche en me disant, on s'en fout que moi j'y crois ou pas. Est-ce que toi t'y crois et tu as envie d'y aller? Ne fais pas les choses parce que je me demande si c'est bien ou mal. Fais-les parce que toi t'y crois. Et puis voilà. Et puis s'il y a un truc dangereux où je le sens, fais gaffe à ça. Mais en vrai, les petits, ils tombent, hein. Quand ils sont bébés, ils tombent, on ne les empêche pas de tomber, on les aide à se relever, hein. Et puis, on nettoie les genoux quand ils sont écorchés, et c'est comme ça qu'ils grandissent. Et pourquoi, à partir d'un moment, on arrête de faire ça? oh, ouais. Merci infiniment. J'ai adoré ton Ouais, témoignage. Merci beaucoup. merci, ça fait plaisir. Et ton mot de la fin? Hum, Tu vois, en préparant cette interview, tu m'avais proposé de m'envoyer les questions. Et oui, ben c'est vrai. celle-là, il aurait fallu me l'envoyer, en fait, parce que c'est toujours. Je t'ai dit non, on va le faire à la volée. Et le mot de la fin, allez, je vais prendre un. Tant pis, c'est un truc qui a été complètement dévoyé dans le monde du coaching, dit de plein de façons, mais qui est tellement vrai. Toutes les réponses que tu vas chercher dehors sont déjà dedans. Donc, si tu ne trouves pas, c'est que tu ne regardes pas au bon endroit. Merci infiniment, Fred. Vraiment, si sincère. Il y a eu une fluidité, il y a eu pour moi des choses qui sont très fortes. Et vraiment, j'espère que jeunes et parents pourront s'inspirer et pourront justement s'apaiser et voir que J'espère aussi. J'espère aussi. Et pour le coup, tu vois, je t'ai dit que moi, j'avais eu l'impression que tout n'a pas été confortable, mais que j'ai toujours vécu, en tout cas dans ma tête, les choses de façon très, très fluide. Et cette interview aussi. oh, merci beaucoup. Est-ce que Merci à t'as toi, une, Lucie. est-ce que tu as une actualité à partager? Est-ce que tu... Je suis en train, d'ailleurs, on la tourne cet après-midi, je suis en train de faire un webinaire avec une petite équipe là. Je suis très axé sur la prise de parole en public. Et donc, il y a une formation sur les 4 ou 5 astuces très simples qui te permettent de couper le trac et d'enlever les principaux effets. Tu vois, je bafouille au moment où je le dis, sur ce qu'on imagine que ça doit être et la gestion du trac ou des E et des mots parasites. Donc, ça va être une petite formation toute simple, toute accessible, mais qui permet d'avoir un effet immédiat et durable. Hmm. Ça s'appelle Écoute, des hacks dans le monde de l'informatique maintenant. ok. Et on peut te Voilà. retrouver à quel endroit? Est-ce que... Quand la formation est prête sur mon profil LinkedIn, sur Facebook, sur Ok, LinkedIn et Facebook, c'est le plus facile. Et voilà. entendu. Mais écoute, merci infiniment. Je te souhaite une très très belle continuation. J'ai un autre mot que j'ai oublié, que je m'étais dit, il faut Oh, absolument que j'en parle. Il faut allez. absolument que j'en parle. C'est la Ligue des optimistes de France. Oh, Je suis le délégué pour la région et j'anime, et je t'inviterai, on en a parlé, oui. on verra pour la rentrée, j'anime une émission une fois par mois qui s'appelle La Pause Optimiste, qui est en direct sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, sur lequel un invité pendant 45 minutes nous partage ses pépites d'optimisme, des trucs exploitables.
Et la Ligue des optimistes, vous pouvez la soutenir sur le site liguedesoptimistes.fr et vous pouvez aussi en profiter gratuitement en recevant, en vous inscrivant à la newsletter. C'est en haut du bandeau sur liguedesoptimistes.fr. Euh, et tous les dimanches soirs ou lundi matin, vous recevez une pépite, une lecture, quelque chose d'optimiste, mais dans le sens où il ne s'agit pas de se dire que tout va s'arranger si on ne fait rien et si on continue de faire pareil. Les choses vont continuer sur le chemin qu'elles sont. Mais à chaque fois, de comment je fais pour retrouver une lueur d'espoir et d'énergie et de qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour améliorer même un tout petit peu les choses. Et je pense que si tout le monde faisait ce petit geste-là, tu vois, qui est plus facile à faire que la méditation en vrai, euh, moins contraignant pour certains, vraiment ça changerait beaucoup de choses. Donc, liguedesoptimistes.fr, abonnez-vous à la newsletter. Et si vous avez envie de nous soutenir, ça coûte 30 € pour l'année. Avec l'argent, on essaie de faire des merveilles partout en France. Merci beaucoup pour cette Merci à information. toi de m'avoir laissé passer ce message. Je te souhaite une très très belle continuation. Toi aussi, Lucie. À très vite. À très vite. Merci beaucoup. À bientôt.